Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ces échanges avec le public qui, dimanche dernier, à l'école alsacienne, a assisté à l'enregistrement de notre émission autour de deux sujets. Premièrement, l'héritage de Jean-Marie Le Pen et deuxièmement, qu'est-ce que donne l'addition d'Elon Musk et de Donald Trump ou de Donald Trump et d'Elon Musk. Nous sommes ici donc avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, Jean-Louis Bourlange, essayiste et ancien président de la Commission des Affaires étrangères, Béatrice Gibelin, fondatrice... Et abonné au gaz. Hein. Et abonné au gaz. Et abonné au gaz, mais à quel abonnement parce que avec Béatrice Gibelin, fondatrice de l'Institut français de géopolitique et directrice de la revue Hérodote, et Richard Verly, correspondant à Paris de Blick.fr, quotidien en ligne helvétique. Première question, monsieur. Bonjour. Je voudrais revenir sur l'héritage Le Pen, et en particulier sur l'héritage de sa fille. Et pour ça, je voudrais évoquer Pierre Desproges, qui donnait ce conseil qu'elle a, je pense, suivi. Ne dites plus sale juif, c'est considéré comme une insulte et et voilà, vous risquez d'être pénalisé. Dites simplement juif, ce n'est pas considéré comme une insulte. Et je pense est-ce qu'on ne peut pas considérer que Madame Le Pen, au lieu de parler des sales bougnoules, comme le faisait son père, parle simplement maintenant des immigrés et que le sous-texte est explicite, sans que pour autant elle ait des idées qui soient fondamentalement différentes de son père. Quand on parle de la dédiabolisation du Rassemblement national, qu'est-ce qui fait penser que en prenant la direction du parti, en continuant dans la suite quand même dans les pas de son père, elle soit moins raciste et qu'elle ait des idées différentes de celles de son père. Voilà, c'était ma question. Béatrice Gibelin. Je serais assez d'accord avec vous. La dédiabolisation est plus une apparence que des changements sur le fond. Ce qui est sûr, c'est que la position vis-à-vis d'Israël n'est pas tout à fait celle de son père. Elle sait que de toute façon l'antisémitisme il fonctionne à la limite sans qu'elle ait besoin de mettre quelques carburants dans la machine. Et en revanche, la question des Arabes, quand on pense que Le Pen voulait une Algérie française, alors des Arabes, il en aurait eu à foison à ce moment-là en citoyens français. Mais enfin bon, je ferme ma parenthèse. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous ne pouvons pas faire l'abstraction du contexte géopolitique lié aux attentats à un islamisme politique radical qui a, de mon point de vue, considérablement changé la perception de l'étranger musulman, mais essentiellement arabe. Profondément. Et je pense qu'on aurait tort de faire l'impasse là-dessus et que dans ce qui se passe aujourd'hui avec l'AfD, par exemple, en Allemagne, ce qui s'est passé à Magdebourg, même si c'était quelqu'un qui était plutôt d'extrême droite, mais c'est pas ça qui est entendu, les attentats qu'il y a pu y avoir en Allemagne servent considérablement le discours de l'AfD. Donc, vous avez sans doute raison, il n'y a pas véritablement de dédiabolisation et un costume cravate ne sert pas à masquer le fond. Oui, merci. Je voulais revenir plutôt sur Trump et Musk. Je vais rivaliser avec Jean-Marie Le Pen dans l'inculture, puisque je connais très peu l'histoire américaine et la Constitution, mais on est étonné de se dire il n'y a rien dans les institutions américaines, dans la Constitution, qui protège, en fait, qui ferait en sorte que Trump serait freiné dans le fait de briser toutes ces alliances et de changer complètement de comportement et qu'on soit scotché à ce point-là. Donc, nous, on a un conseil constitutionnel qui nous empêche de faire plein de choses. Il se passe quoi aux États-Unis ? Richard, Nicolas. Ouais, d'abord, il faut voir concrètement ce que va faire Donald Trump par rapport à la législation américaine. On ne le sait pas encore. Pour l'instant, on est dans le registre des paroles qui peuvent être incantatoires, qui peuvent être insultantes, mais on n'en est pas encore aux actes. Et si l'on en croit Donald Trump, on en saura plus le 20 janvier au soir, puisqu'il a quasiment promis de passer sa nuit avec son stylo à signer des documents avec sa fameuse signature invraisemblable que vous avez sans doute déjà vue. Il y a des
contre-pouvoirs qui existent aux États-Unis. Il y a effectivement le pouvoir judiciaire, sauf que la Cour suprême est dominée par des justices, les magistrats nommés par des présidents républicains, et notamment un certain nombre d'entre eux nommés par Donald Trump. Cela dit, si vous regardez des décisions récentes, il y a notamment la dernière juge nommée dont le nom m'échappe maintenant, semble faire preuve d'indépendance vis-à-vis de Trump. Donc oui, il y a des contre-pouvoirs. Il y a aussi, je rappelle que aux États-Unis, le président ne peut pas dissoudre la Chambre des représentants, ni dissoudre le Sénat. Donc il y a une indépendance du pouvoir législatif, sauf que les deux chambres sont actuellement dominées par le Parti républicain, qui est majoritaire, mais d'une courte majorité à la Chambre des représentants. Il y aura des midterms, des élections dans 2 ans. Et au fond, c'est ça, je dirais, le contre-pouvoir. Le contre-pouvoir que tous les Américains regardent en ce moment, si vous leur parlez, tous les Américains qui ne sont pas pro-Trump, c'est les midterms. C'est les élections dans 2 ans qui, si elles se traduisaient par un renversement de situation législative avec, par exemple, une majorité démocrate à la Chambre des représentants, voire peut-être, coup de théâtre, une majorité démocrate au Sénat, ça changerait quand même radicalement la donne. Mais dans les 2 années à venir, je crains que les contre-pouvoirs américains soient quand même en position extrêmement difficile face au rouleau compresseur de Donald Trump. Nicolas Bavrez. Alors, il y a les institutions classiques et puis il y a ce qui est nouveau. Les institutions classiques, d'abord, ce qu'on avait vu déjà dans le premier mandat de Trump, c'est que le président a des pouvoirs propres. Et notamment, en matière commerciale, il a beaucoup utilisé, et les pouvoirs propres du président s'appliquent notamment en matière de sécurité nationale. Et donc, Trump a fait beaucoup d'executive orders, dont certains d'ailleurs ont été contestés, en matière migratoire notamment, en s'appuyant sur la sécurité nationale. La deuxième chose, dans la mécanique des checks and balances, comme on l'a dit, il y a le Congrès et puis il y a la Cour suprême. Sur le Congrès, il va y avoir quelque chose d'important parce que pour essayer de désarmer le Congrès, a priori, Trump a prévu ce qu'il appelle un énorme paquet législatif MAGA, dans lequel il y aurait un espèce de, en début de mandat, ce qui, grosso modo, laisserait le Congrès, s'il vote ce truc, ensuite... évidemment, à l'intérieur du Congrès, la plupart des représentants sont pour des projets de loi spécifiques et séparés, ce qui leur laisserait beaucoup plus de marge de manœuvre. La dernière chose, la Cour suprême, on l'a dit, elle est passée sous contrôle républicain. Aujourd'hui, on n'a jamais eu une Cour suprême aussi radicalisée et politisée. Et puis, il reste les États, qui sont en fait le véritable contre-pouvoir. Ce sur quoi je voulais insister, c'est que c'est là où notre titre, si je puis dire, était en tout cas bon ou justifié, c'est que ce qui change, c'est la big tech. Ce qui change, c'est quand on regarde Musk, c'est lui qui a donné la dynamique à la campagne de Trump. Il a donné beaucoup d'argent, 250 millions, mais c'est lui qui a donné vraiment le tempo, la dynamique, et qui a fait que le camp adverse a été profondément déstabilisé. Et aujourd'hui, n'oubliez pas que dans les démocraties comme elles fonctionnent aujourd'hui, un réseau comme X, et surtout le fait d'avoir toute la big tech et les milliardaires derrière, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais connu et qui va avoir des effets très très profonds et qui, pour le coup, mettent complètement à bas les systèmes classiques de séparation des pouvoirs qu'on a imaginés depuis le XVIIe siècle. Alors, pour ne pas vous désespérer, pensez au shutdown, puisque Musk et Trump voulaient aller jusqu'au shutdown, c'est-à-dire en fait l'impossibilité à ce moment-là de pouvoir continuer à financer tout ce qui sont les fonctionnaires de l'État fédéral, eh bien, une majorité, même si elle est républicaine, s'est opposée à ce qu'on aille jusqu'au shutdown et il n'a pas eu lieu. Donc, il est possible de voir des situations, on en a déjà un exemple, où la volonté de Musk et de Trump n'a pas su s'imposer à l'ensemble du Congrès. Donc, espérons. Pour revenir à ce que disait Béatrice dans l'enregistrement de l'émission tout à l'heure, le PIB de l'Afrique du Sud, c'est 377 milliards de dollars, et la fortune personnelle, c'est 416 milliards de dollars. La différence entre le PIB de l'Afrique du Sud et la fortune d'Elon Musk, c'est que la fortune d'Elon Musk augmente à peu près toutes les 30 secondes. Monsieur.
Oui, merci. D'abord, merci pour vos propos très lucides. Je voulais le souligner parce que j'ai trouvé ça remarquable. La construction européenne a été faite autour de... Enfin, son principe, c'est une machine à fabriquer de la législation, et donc le droit est au centre de celle-ci, et la norme est au centre de celle-ci. Ma question est de savoir, puisqu'il faut trouver une réponse et voir comment nous pourrons réagir par rapport à ce qui va se passer outre-Atlantique et au-delà. Est-ce que la force de la norme, qui est ce que pourrait représenter la construction européenne, peut faire quelque chose contre la norme de la force, qui est ce que représente Donald Trump? Jean-Louis Bourlanges. Oui, je ne suis pas sûr que, bien que ce soit effectivement d'apparence très solide, que l'Union européenne se définisse par une machine à faire de la législation. Je crois qu'originellement, ce qui caractérise le projet européen, c'est une machine à introduire de la coopération entre des États dans le cadre du respect de l'état de droit. Et j'ai le sentiment que cette machine à légiférer, à trop légiférer, est la conséquence de la méfiance entre les États. Notre problème, c'est l'absence de confiance. Quand vous entendez pas regarder un divorce, quand les gens décident de divorcer à l'amiable, bah ça va. Mais à un moment, s'ils ne s'entendent pas bien, arrivent effectivement les avocats, le droit, on borne tout, on réglemente tout. Et j'ai l'impression que c'est ça qui se passe actuellement et qui est terrifiant. Donc, moi, il me semble que la politique s'impose. La réaction de la Commission sur ce qui s'est passé sur les incursions dans les campagnes électorales et dans la vie politique des pays d'Europe occidentale par Elon Musk, mais est stupéfiante. D'abord qu'on fasse réagir, je ne comprends pas que le président du Conseil européen, pour lequel j'ai une très grande admiration, le président Costa, n'ait pas réagi lui-même. C'est une agression politique par le principal conseiller du futur président des États-Unis. C'est une agression politique contre le pacte fondateur de l'Union européenne et contre le pacte fondateur unissant les Européens et les États-Unis. Et qu'on fasse réagir par celui qui s'occupe uniquement des réseaux et qui commence par faire une longue déclaration en disant « Oh, mais il a tout à fait le droit d'être d'extrême droite, ça ne nous concerne pas, c'est pas grave. » Mais c'est prodigieux. On a construit tout ce qu'on a fait depuis la guerre sur la négation de cela. Et là, on sent quand même une fragilité. Alors, j'irai pas au-delà dans la mise en cause de l'indépendance des institutions en question, mais on sent une fragilité, une démobilisation qui est proprement stupéfiante. Et là, je crois que la réponse ne peut être que politique et pas juridique. Alors ça, c'est un premier point. Le deuxième point très rapide, c'est qu'effectivement, ce qui est clair, c'est que la défense de ce que nous défendons, c'est-à-dire l'écologie, l'État-providence, la protection des faibles, l'État de droit, etc., aboutit quand même inévitablement à un excès de normes. Ça, c'est évident. Et alors, le problème, c'est de redonner de la souplesse à toute cette affaire, d'appliquer le plan Draghi, en quelque sorte, sans pour autant démolir notre état de droit. Il y a un équilibre à trouver, et je trouve que il est essentiel que, notamment, la gauche européenne, et notamment la gauche française, retrouve le chemin de cet équilibre. On ne peut pas continuer à appliquer prétendre appliquer le programme du rassemblement du néo-front populaire. Ce n'est pas ça. Il faut véritablement se mobiliser politiquement pour se muscler économiquement, technologiquement, militairement, pour relever le défi. Mais je dois dire que je n'aperçois pas cette volonté parmi les peuples et les États européens. Nicolas Bavrez. D'un mot, on a prêté beaucoup d'attention aux problèmes de tarifs et de commerce, donc, et de droits de douane, et on sous-estime la question des normes. Ce qui va se passer, c'est un découplage des normes entre les États-Unis et l'Europe, comme on n'a jamais connu depuis
1945. Et le résultat, il va être très clair et très rapide. C'est-à-dire que à partir du moment où l'Europe n'a aucun acteur industriel du numérique, sur la transition écologique, on en a un peu, mais sur le numérique, on n'a rien. Donc, il n'y a pas d'alternative. Et donc, l'histoire, le résultat du match, il est déjà connu. C'est-à-dire que DMA, DSC ou l'IA Act, de toute manière, les entreprises américaines ne les appliqueront pas. Et est-ce qu'il y a une messagerie européenne? Les Chinois ou les Russes, ils ont des messageries. Est-ce qu'on a une messagerie européenne à mettre en face des messageries américaines? Non. Est-ce qu'il y a un moteur d'IA générative européen? Non. Donc, est-ce qu'il y a du cloud européen? Non. Et donc, et c'est la même chose sur les directives devoirs de vigilance CS3D, CSRD, ça va être balayé très vite parce que, en plus, les Américains vont mettre des sanctions sur les entreprises américaines qui voudraient respecter ces normes. Et là, les choses vont aller extrêmement vite. Donc, malheureusement, c'est ce que je dis, il y a une erreur stratégique complète de l'Europe qui a prétendu faire des standards mondiaux sur des industries ou des secteurs où elle n'est plus présente ni dans la production ni dans l'innovation. Ça, c'est intenable et on va payer le prix. Oui, j'ai envie de parler de cartographie. J'ai souvenir de 3 cartes. Une qui a été écrite dans un livre par un homme qui n'était pas encore au pouvoir, on est dans les années 30. La carte de Yalta, où sur la carte du monde, on se répartit le monde. Et puis cette carte qui accompagnait les vœux de Trump et qui représentait les États-Unis allant du golfe du Mexique au Groenland. Et j'ai été absolument étonné qu'il n'y ait pas de réaction de frayeur, parce que quand même une nation ça se défend, un empire ça s'étend, ça n'a pas de limite. Et là on est effectivement typiquement devant un type qui est au pouvoir et qui fait une carte du monde qui agrandit son pays à 2 ou 3 fois sa surface actuelle. Ça fait trembler personne, apparemment. Non, ça fait trembler personne parce qu'on pense que ça ne se produira pas. C'est-à-dire que c'est la représentation qu'il donne de l'impérialisme américain qu'il veut, mais peut-être à tort, mais ce n'est pas pris au sérieux. Le Canada n'est pas le 51e État des États-Unis. Et ce que je disais sur le Groenland, c'est aussi assez compliqué parce que il faut pas non plus négliger les rivalités très réel qu'il y a à propos de l'Arctique entre les États-Unis et la Russie. Ça sera aussi un des enjeux importants. Effectivement, Trump raisonne peut-être comme Poutine, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il pourrait s'entendre sur quoi que ce soit. On peut parfaitement avoir des tensions extrêmement fortes. Et là, on sera dans une situation extrêmement difficile. Mais penser que Trump et Musk vont faire exactement ce qu'ils veulent sur l'ensemble du monde en fonction de leurs seuls intérêts et que tout le monde va devoir suivre, ça me semble une erreur. Ils auront des obstacles sur leur route. Ils en auront, de mon point de vue, interne aux États-Unis, parce que, comme ça a été rappelé, ça fait 1,5 pourcentage, 2,2 millions de voix entre Trump et Kamala Harris, ce n'est pas rien. Et c'est marrant parce que je n'étais pas moi spécialement marxiste, mais enfin, le développement des contradictions, ça existe. Penser que les choses se développent toujours de façon linéaire et qu'il n'y a jamais de contradiction et d'obstacle me semble effectivement un peu simpliste. Donc, de mon point de vue, ça ne réagit pas parce que cette carte n'est pas prise au sérieux. Voilà. Pour illustrer un peu ce que vient de dire Béatrice, pour connaître un peu ce pays, je crois pouvoir dire que la seule chose qui fait que les Canadiens se sentent Canadiens, c'est qu'ils ne sont pas les États-Unis et qu'ils n'ont aucune envie de le devenir. Jean-Louis Bourlange. Oui, je crois que ce qui est, moi d'abord, je crois, cher ami, que la frayeur existe. Je l'ai d'ailleurs exprimé ici, mais je crois que j'étais pas en décalage par rapport à mes camarades. Nous sommes, je crois, très nombreux en France et en Europe à être
positivement effrayé par ces déclarations des dernières semaines du futur président ou de l'ex-futur président Trump et de son conseiller Musk. Deuxièmement, le plus grave, c'est sans doute que c'est effectivement une remise en cause de tous les principes sur lesquels nous nous battons, notamment au service de l'Ukraine. Car Trump rentre absolument dans la logique de Vladimir Poutine. Donc c'est une façon de saper complètement les bases idéologiques de notre combat pour la souveraineté, la liberté du peuple ukrainien. Troisièmement, je suis pas tout à fait d'accord avec Béatrice sur un point. Je crois qu'il y a beaucoup de réalisme dans les perspectives ouvertes par Trump, certainement pas sur le Canada. Je crois que même si les excès verbaux traités Trudeau de girl, de gouverneur, tout ça est absolument incroyable et déplaisant, mais comme l'a dit Philippe, je pense que le Canada en a vu d'autres et qu'ils n'ont pas du tout l'intention d'être réduits à l'état de 51e État. En revanche, sur Panama, il faut pas aller très loin pour voir une intervention américaine sur Panama. Et deuxièmement, sur le Groenland, il y a 47 000 habitants au Groenland. Vous donnez 150 000 $ à chaque habitant, vous avez quand même une population, une autodétermination qui peut quand même être un petit peu favorable aux États-Unis. Donc, je pense que les Américains ont des possibilités d'action extrêmement réelles. D'ailleurs, le Canada, le Danemark en est très très conscient, qui lui-même, tous ceux qui ont vu Borgen le savent, qui lui-même est très embarrassé par cet héritage colonial. Il est pas du tout à l'aise avec sa domination sur le Groenland. Donc, il me semble qu'il y a quand même sur ces deux points des marges d'action considérables. En revanche, je ne crois pas que le Canada va céder à une simple menace d'augmentation des droits de douane. Je voudrais juste préciser que la Chine est extrêmement intéressée par le canal de Panama, utilise considérablement le canal de Panama parce qu'elle a beaucoup d'investissements en Amérique du Sud, et il n'est pas du tout évident que la Chine verrait d'un très bon œil les États-Unis remettre la main complètement sur le canal de Panama. Donc ça, on n'y est pas encore. Non. Nicolas Bavrez. Quelques brèves remarques. D'abord, vous avez raison, les cartes sont très importantes et on peut peut-être dire que ça n'est pas réaliste, mais je rappelle que la Chine et la Russie publient régulièrement des cartes avec des espaces vitaux qui vont très largement au-delà de ce qui est aujourd'hui leur frontière. Donc le fait de s'inscrire dans cette démarche est très révélateur. Deuxièmement, comme on l'a dit, ce qui est spectaculaire, c'est que la doublette Trump-Musk est en guerre contre l'Occident et contre les démocraties. Et qu'à l'inverse, on voit que il y a des principes qui sont des principes communs avec les empires autoritaires, Chine, Russie, Turquie ou Iran. Sur les trois pays qui ont été évoqués, il faut quand même voir que comme vous savez, sur Panama et Groenland, Trump a explicitement dit qu'il n'excluait pas le recours à la force. Donc, Panama, le problème, c'est qu'effectivement, et là, il y a un vrai problème stratégique, mais qui est lié à la faiblesse des démocraties. On a laissé les Chinois mettre la main sur un nombre d'infrastructures essentielles dans le monde complètement déraisonnable, y compris en Europe, d'ailleurs, en Italie, en Hongrie, etc. Donc, il y a là un vrai problème derrière. Il y a quand même un problème stratégique, alors qu'on n'est pas obligé de traiter par la reprise de contrôle du Panama, mais qui existe. Sur le Canada, certes, ça n'est pas uniquement grâce à Trump, mais je rappelle que M. Trudeau a perdu le pouvoir depuis, et qu'effectivement, Trump a utilisé Et sur le Groenland, ce qui a été dit est très important, c'est-à-dire que il y a un énorme problème du Groenland avec un vrai mouvement indépendantiste sur lequel Trump se greffe. Il a envoyé son fils sur place et donc c'est un territoire autonome pour l'instant de l'Union. Il va y avoir des élections très importantes au Groenland au printemps de 2025 avec un leader indépendantiste qui est pour l'instant Premier ministre et dont l'ambition est de faire très rapidement un référendum sur l'indépendance du Groenland. Et donc, le Groenland peut ensuite... Il est certain que grosso modo,
le Danemark met 4 milliards par an dans le Groenland. Vous voyez la force de frappe des États-Unis, effectivement, n'a absolument rien à voir. Sur le plan de la défense, dernier point, il y a la base de Thulé, mais il y a 2 accords de défense de 41 et 51. En réalité, stratégiquement, c'est très important parce que les États-Unis sont les seuls à avoir une cartographie de l'espace, et c'est fait largement là, et c'est très important pour les systèmes de défense antimissiles avancés. Donc c'est vital, mais en réalité, les États-Unis sont déjà chez eux sur le plan militaire. Richard Verly. Non, je voulais juste suggérer d'appliquer désormais le principe Bavrez dans la lecture de la géopolitique mondiale parce qu'il me paraît extrêmement juste. C'est-à-dire que vous n'appliquez pas de normes dans des secteurs ou dans des zones géographiques où vous ne disposez pas de levier ou de points d'appui. C'est ça qu'a dit Nicolas. Et je pense que c'est extrêmement juste, parce que ça s'applique aussi bien à la géopolitique. Si Donald Trump se permet de ce qu'il dit sur le Panama, sur le Groenland et sur le Canada, c'est parce qu'il a des points d'appui. Les 3 points d'appui, c'est sur le Canada, il en a sur la défense. N'importe quel Canadien vous dira que la sécurité du Canada est assurée par la défense américaine. Sur le Groenland, il y a déjà une base et il y a une population, Jean-Louis l'a dit, qui est facilement achetable. Et sur le Panama, je rappelle qu'il y a un historique, puisque pendant longtemps, ce canal a été sous domination américaine. Et là, je trouve qu'il y a une vraie vérité et que l'Europe, c'est une erreur stratégique d'avoir pensé qu'on pouvait dicter au monde des normes et des comportements quand on n'a ni levier, ni point d'appui, ni acteur industriel. Donc, bravo à Nicolas. Le principe Bavrez est désormais un principe fondateur de la géopolitique version Trump. Bravo. Le compliment est assez ambigu, vous l'aurez noté. Mais c'est ça la richesse des compliments. Je crois que c'est la dernière question, Monsieur Woos. C'est à vous. Merci beaucoup. Et puis effectivement, je pense qu'il faudrait appliquer le principe Bavrez en géopolitique et même en politique. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Bavrez. D'ailleurs, je voulais vous poser en fait à tous une dernière question. Est-ce que vous pensez pas qu'on va vers en fait une stratégie, une doctrine Monroe élargie, donc étendue bien sûr géographiquement à l'Union européenne, même à l'Europe, puisque je pense que je vais englober la Suisse et tout l'OTAN dans ce que je vais exposer. D'abord, donc une doctrine Monroe avec une domination dans le domaine de la défense. L'achat du F-35 par la Suisse, je pense, est assez probant de ce côté-là. Bien sûr, économique et numérique, je reviens pas sur ce que Monsieur Bavrez a expliqué, je suis tout à fait d'accord. Et j'irais même d'un point de vue juridique, puisque les lobbies, je suis moi-même lobbyiste, américains sont extrêmement puissants en Europe et même en fait étrangers sont extrêmement puissants en Europe et en France. Et on voit bien que la réponse juridique et normative européenne au-delà d'industriel, en fait, n'est pas à la hauteur des enjeux et des menaces sur la défense de nos principes que présentait Jean-Louis Bourlanges. On peut vous demander de quoi vous êtes lobbyiste, ou bien si vous me donnez une réponse, vous allez être obligé de me tuer après. Non, pas du tout. Alors déjà, pas de violence, bien sûr. Énergie renouvelable. Jean-Louis Bourlanges. Non, mais je voudrais simplement faire un écho à votre analyse sur la doctrine de Monroe. Je crois que c'est tout à fait juste, et c'est pourquoi, personnellement, mais je suis très seul de mon avis, je considère que c'est une grave erreur de diaboliser, comme nous le faisons en France, le Mercosur. Le Mercosur n'est pas du tout un accord de libre-échange sur les produits agricoles, c'est de très petits contingents tarifaires qui sont accordés. En revanche, c'est un accord de libre-échange sur les biens et services, sur lequel nous avons une pénétration assez forte en Amérique latine. Or, il est évident qu'au moment où l'Amérique du Nord va se fermer sous la volonté impérieuse du président Trump, il est absurde de ne pas tenter d'accroître notre pénétration, nos relations avec l'Amérique latine, et c'est véritablement entrer dans le jeu de Trump que de lui dire, bah oui, vous vous occupez de nous empêcher d'aller en Amérique du Nord, eh bien nous allons faire le même travail et nous nous occupons de nous empêcher d'aller en Amérique latine. Quelqu'un d'autre veut répondre sur cette question? Là, vous interpelliez la Suisse sur l'achat des F-35. Je pense que l'un des éléments, et là on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, Donald Trump et son équipe, avec l'aide aussi d'Elon Musk et des équipes d'Elon Musk qui travaillent sur l'impact technologique, ils ont évidemment identifié les points faibles
sur le plan militaire de l'Union européenne, c'est évidemment. Et d'ailleurs, la stratégie même d'un Donald Trump, c'est de s'en prendre aux faibles. Alors, peut-être y a-t-il en ce moment une sorte de lune de miel, je ne sais pas, avec Emmanuel Macron qui n'attaque pas parce que Emmanuel Macron l'a invité à Notre-Dame. Vous savez, tout ça, c'est très important pour Donald Trump. Mais il y a aussi une évidence. Ça tient par l'opération du Saint-Esprit. Voilà. Mais et par l'opération quand même de la dissuasion nucléaire. La France a une dissuasion nucléaire indépendante. Beaucoup plus indépendante que le Royaume-Uni, en tout cas si l'on en croit les militaires français, et je parle sous le contrôle de Jean-Louis. Ça, c'est des choses que respecte Donald Trump. Donc, la Suisse, c'est très simple. Vous savez, la Suisse, c'est très simple. Vous fermez demain l'accès d'UBS à la place financière de Wall Street, et la Suisse est morte. D'un point de vue, l'appareil économique suisse et financier dépend complètement de l'accès des grandes banques suisses, et notamment, en fait, il n'y en a plus qu'une aujourd'hui, c'est l'UBS, au marché de capitaux internationaux. Donc, autrement dit, en achetant les F-35, vous achetez un peu quelques minutes de plus, monsieur le bourreau, mais vous savez que monsieur le bourreau, de toute manière, le moment où il aura décidé de vous exécuter, vous n'avez pas le choix. En Suisse, on a connu ça sur les fonds juifs en déshérence. Le moment où les États-Unis ont tapé du poing, on s'est couché. On a connu ça sur le secret bancaire. Le moment où les États-Unis ont tapé du poing, on s'est couché. Donc, nous, on sait se coucher quand il faut. Mais avec des couettes. Est-ce qu'il faut appeler ça la doctrine Verly? Non, ça serait pas bien. C'est la doctrine. Nicolas Vavrez. Tentative de répondre à cette question compliquée. Donc, il y a quand même une différence avec la doctrine de Monroe, parce que la doctrine Monroe, c'était une forme de doctrine anti-impérialiste, puisque c'était contre, entre guillemets, l'extension des empires européens, avec l'idée de dire que l'Amérique... Et donc, la grande différence, c'est cette fameuse carte qui a été rappelée, c'est que là, ce qu'annonce Trump, c'est une doctrine impériale américaine affichée et avec des ambitions territoriales explicites. Donc, c'est beaucoup plus radical. Sur l'Europe, je crois que maintenant, les choses sont assez claires. On a 3 scénarios. Le scénario catastrophe, où à la suite de ce qui se passe, le système se désintègre, grand marché euro, et où la Russie, avec l'accord tacite des États-Unis, récupère une partie de son empire européen, donc un nouveau Yalta. Aujourd'hui, c'est pas le scénario majoritaire, mais on peut pas l'exclure. Le scénario positif, qui malheureusement pour moi a très peu de chances d'arriver, c'est l'Europe puissance. L'Europe puissance, je crois qu'aujourd'hui, elle a très peu de chances de se construire parce que le pays qui la portait avant tout, c'était la France, et qui est dans un état apocalyptique et qui est plus capable elle est incapable de se porter elle-même, elle peut plus porter de projets en Europe, plus une Allemagne affaiblie, et plus le fait que une majorité de pays européens ne partagent pas du tout cette ambition. Et le 3e scénario, c'est celui, et on va voir si c'est celui qui se dessine ou qui accélère, c'est l'intégration de l'Europe au grand ensemble nord-américain que Trump et Musk ont en tête. Et aujourd'hui, quand on regarde les réactions rappelées par Jean-Louis, il faut être clair, ce scénario, il a l'accord et l'approbation d'une majorité d'États européens, et il est sans doute majoritaire auprès des citoyens européens aujourd'hui. Est-ce que c'est celui qui va se réaliser? Pas forcément, mais pour moi, voilà si on veut répondre à votre question, voilà les scénarios aujourd'hui la réponse n'est pas encore complète, mais voilà comment ça va se jouer, et ça va se jouer beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Ça, c'est l'autre chose de la doublette Trump-Musk, c'est que la vitesse de réaction, de décision, et la mécanique de violence, de choc et de vitesse qu'ils vont appliquer au système est quelque chose auquel on n'est absolument pas préparé. Béatrice Gibelin. Ce qui me fait dire que la vitesse et la force de choc peut contribuer à une prise de conscience et à une réaction. Je ne vois pas pourquoi l'inquiétude que nous éprouvons, que nous exprimons aujourd'hui, ne serait pas partagée par l'ensemble des autres citoyens européens, et donc aussi par une partie... Parce que nous sommes meilleurs que tous les autres. Ah ben, il suffisait de le dire, mais j'avais oublié.
c'est pour ça que je pense que c'est toujours dans les cas de très fortes menaces que l'Europe a des réactions. Donc je vois pas pourquoi on laisserait les choses se faire. Alors on est dans une situation où le Parlement européen n'est pas encore réinstallé complètement. Celui qui n'est plus président est encore là et celui qui va le devenir n'est pas encore installé. Donc on est dans cet entre-deux. C'est comme en France. Oui, comme en France, mais je pense que c'est des situations qui favorisent des positions de faiblesse, qui favorisent des coups de boutoir, mais qui ne vont pas durer. Et l'autre élément, c'est que un certain nombre de puissances ne vont pas laisser cet impérialisme américain s'étaler largement en le laissant faire et qu'il y aura des réactions extrêmement violentes pour que ça se calme. Merci à l'école alsacienne, merci à Arnaud Galabet, merci à Fabrice Gros. À vendredi à l'école de l'air et de l'espace de Salon de Provence, à dimanche prochain pour la diffusion de l'émission que nous enregistrerons vendredi.